Tu viens avec moi, dit-il après avoir vu comment la veuve était battue par sa belle famille pour avoir donné naissance à des jumelles. La poussière tourbillonnait dans la ruelle derrière le magasin Général Thompson. 3 hommes frappaient à tour de rôle une femme recroquevillée sur le sol, la robe déchirée et les lèvres fendues. Elle ne criait pas, les bras enroulés autour d'un panier en osier où 2 nouveau-nés gémissaient, les poings serrés, les yeux fermés pour ne pas voir la violence. Personne ne bougeait pour les arrêter, ni le grossier, ni le pasteur, ni même le shérif qui regardait depuis son porche, le visage impassible, un verre de whisky. Puis le bruit des sabots, lent et régulier, résonna dans la rue principale. Un cavalier s'approchait, grand en selle, le visage ombragé sous un chapeau usé, le manteau taché de poussière. Il mit pied à terre sans un mot, jeta un coup d'œil à la femme, puis aux enfants. « Vous venez avec moi, dit-il d'une voix sèche comme du bois sec. Les hommes rirent, l'un d'eux porta la main à sa ceinture, le coup de feu le fit tomber à plat ventre, les autres reculèrent, le cavalier souleva la femme, prit le panier et s'éloigna. Avant, il était l'homme qui était entré dans Thompson et avait fait taire la rue d'un seul coup de feu. Cody Harris n'était qu'un frère. Lui et Ellie avaient grandi sur un lopin de terre près de la rivière Brazos, 2 fils d'un prédicateur et d'une femme morte trop jeune. Leur père leur avait appris à fendre des rails bien droits et à dire la grâce en retirant leur chapeau, mais c'était Ellie qui riait le plus fort, chevauchait le plus vite et ne perdait jamais un combat, même pas contre Cody. Cody était la pierre, Ellie était l'étincelle. Ils élevaient du bétail ensemble, avaient construit une cabane de leurs propres mains, prévoyaient de doubler leur troupeau et peut-être de trouver des femmes une fois que les nuages de la guerre se seraient dissipés. Ils étaient encore des garçons, mais plus pour longtemps. Un printemps froid, un homme fut abattu lors d'un vol en ville. Un commerçant, seul témoin, jura que c'était Ellie, même manteau, même cheval. Cela suffit à Cody chevaucha à toute allure jusqu'au juge pour le supplier de retarder l'exécution, mais le procès était déjà terminé, la corde était déjà nouée. Ellie fut pendue 1 heure avant l'arrivée de Cody. Ils ne le laissèrent même pas voir le corps, disant que c'était la justice, que c'était fait. Cody enterra ce qui restait de leur vie, le bétail, les outils, la cabane, et partit vers le nord sans dire au revoir. Il ne laissa pas son nom derrière lui, il le laissa derrière lui. La seule chose qu'il emporta fut la selle d'Ellie et une photo de 2, décolorée par le soleil et déchirée. Il chevaucha jusqu'à ce que l'air se raréfie et que le sol se transforme en roche et en pin. Dans les hautes terres, il construisit une cabane à côté d'une scierie abandonnée et travailla jusqu'à ne plus rien ressentir. Il creusa son propre puits, apprivoisa des chevaux sauvages, car personne ne chassait, chassa sa propre nourriture et ne parlait qu'au vent et au loup. Il ne faisait pas confiance aux gens, il ne lui manquait pas, il ne voulait pas qu'ils s'approchent de la ville en contrebas. Ne voulait pas d'eux près de lui. Dans la ville en contrebas, on le connaissait. On l'appelait le fantôme de la Syrie ou le frère de guerre. Certains disaient qu'il était fou, d'autres qu'il était en deuil. Peut-être avaient-ils tous raison. Il menait une vie simple, se réveillait, travaillait, observait les arbres. Il sculptait des oiseaux et des cuillères dans le pain pour empêcher ses mains de se souvenir de la sensation de la corde, de l'écho d'un coup brisé. Parfois, il descendait en ville pour acheter du sel ou du café, et les gens se taisaient lorsqu'il entrait dans le magasin. Il ne causait jamais de problème, mais quelque chose en lui, le calme de son regard, la façon dont il surveillait les sorties, faisait taire même les hommes les plus bruyants. Pourtant, malgré toute la dureté qu'il autour de lui, une graine était restée en vie, celle qui avait autrefois défendu son frère, celle qui avait connu le rire, la chaleur et la foi en la justice. Elle s'était simplement tue jusqu'au jour où il avait vu cette femme dans la ruelle, battue, brisée, protégeant ses bébés de ses bras déchirés, et la graine s'était à nouveau ouverte. Cody s'était éloigné du monde, mais quelque chose en elle l'avait ramené. Elle s'appelait Ellie Mae Chandler, le nom de famille ne lui appartenait plus le sien, mais elle le portait encore comme une cicatrice. Elle avait été mariée à 16 ans à Matthew Chandler, un homme de 10 ans son aîné, dont la famille avait de l'argent, des terres et des attentes. Ellie était jolie et calme, ce qui signifiait que personne ne lui demandait ce qu'elle voulait. Ils avaient simplement acquiescé lorsque le mariage avait été arrangé. Matthew est cruel, il était malade. La fièvre l'avait frappé pendant l'hiver de leur 2e année de mariage et aucun médecin n'avait pu guérir ce qui s'était passé ensuite. Elle l'avait soigné nuit après nuit, lui lisant à haute voix à la lueur d'une bougie et lui rafraîchissant la tête avec un linge humide. À sa mort, sa famille avait pleuré lors des funérailles.
puis s'était tourné vers Ellie avec des yeux vides et des bouches froides. Il n'y avait pas eu de fils, seulement des jumelles nées prématurément et petites avec des poumons qui pleuraient comme des oiseaux et des yeux trop sages pour leur taille. Cela seul suffisait à faire honte au Chandler. Pas d'air masculin inutile, ils lui ont donné 2 semaines pour faire ses valises. Pas d'argent, pas de terre, pas même le berceau que Matthew avait sculpté pour les filles. Elle est partie sans rien d'autre que les jumelles emmaillotées contre sa poitrine et un avertissement: ne parle de rien de ce que tu avais vu ou entendu, sinon elle marcherait des kilomètres jusqu'à ce qu'elle trouve une chambre au-dessus d'une pension à Prescott. Elle nettoyait des draps et portait de l'eau pour gagner quelques pièces. Elle mangeait des pommes de terre froides la plupart des soirs, nourrissait les filles avec le peu de lait que son corps produisait encore et elle se taisait jusqu'à ce qu'une nuit, vers la fin de l'hiver, on frappe à sa porte. Ils étaient 3, le frère de son mari décédé, Samuel Chandler, et 2 cousins. Ils n'étaient pas venus pour discuter. Elle n'a jamais crié, elle n'a pas supplié. Elle a enroulé son corps autour de ses filles alors que les poings tombaient et que les bottes frappaient. Elle les a tenues comme un bouclier. L'un des bébés s'est mordu la lèvre sous la pression et le sang a imbibé la couverture. Les hommes l'ont laissé dans la ruelle derrière le magasin général et lui ont dit que la prochaine fois, il prendrait les filles et les élèverait correctement. Elle n'a pas pu bouger pendant des minutes, puis des heures. Son visage palpitait, un œil était noir, ses côtes brûlaient, mais les bébés respiraient encore. Lorsque Cody Harris l'a trouvé. Il n'avait pas prévu de s'arrêter en ville, il était seulement venu pour acheter un manche de hache de rechange et du jerky, mais il a entendu le silence avant de le voir, ce silence étrange et fragile qui s'installe lorsqu'une ville choisit de ne pas agir. La ruelle était calme, 3 hommes se tenaient debout au-dessus de la femme en riant et en essuyant le sang de leurs mains, les bébés gémissaient dans un panier à ses pieds. Cody ne ressentait pas de colère, il ressentait quelque chose de plus profond, il ressentait le poids du procès de son frère, la potence, la corde, la foule qui regardait, il voyait la façon dont Ellie serrait ses filles contre elle, sans se défendre, sans pleurer, juste en les protégeant avec ce qui lui restait d'elle-même. Elle n'a pas demandé d'aide, elle ne savait pas qu'elle était observée, et c'est à ce moment-là que Cody n'a pas pu passer son chemin. Quand il l'a soulevée, elle n'a pas résisté, elle n'a pas, ses yeux papillonnèrent une fois puis se fermèrent. Ses mains ne quittèrent jamais les bébés. Il les porta tous les 3 hors de cette ruelle, à travers une ville qui refusait de voir, et dans les montagnes où le vent et les arbres offraient plus d'humanité que les gens n'en avaient jamais eu. Cody les porta en silence sur la dernière partie du sentier de montagne, la tête d'Ellie se balançait contre son épaule. L'une des filles gémit une fois, puis se tut. L'autre dormait si profondément qu'il s'arrêta 2 fois pour s'assurer qu'elle respirait encore. La cabane attendait, ses ossatures en bois enveloppées de neige et d'ombre. De la fumée s'échappait de la cheminée où un feu couvait depuis le matin. Cody ouvrit la porte avec sa botte, entra dans la chaleur et posa Ellie doucement sur le lit de camp. Il enveloppa les bébés dans les couvertures les plus épaisses qu'il avait, tapissa la caisse de laine et de copeaux de cèdre, puis les avait placés près du feu. Il avait ensuite allumé les lampes, attisé les braises et fait bouillir de l'eau. Il n'avait pas parlé, les mots n'avaient pendant 2 jours. Ellie était dans un état second, la fièvre lui brûlait les joues et une fois, elle a crié dans son sommeil, non pas de douleur, mais de terreur, les mains serrées sur les côtés comme si elle essayait encore de protéger quelque chose. Cody lui a essuyé le front avec de la neige fondue, lui a donné du bouillon à petites cuillerées et a recousu la plaie sur son épaule à la lumière de la lampe. Quand l'une des filles a refusé le lait, il a fait une pâte d'avoine et de crème de chèvre et l'a nourrie avec un chiffon. Il a dormi sur le sol à côté d'elle, son arme à portée de main, toujours à l'écoute. Le 3e jour, Ellie ouvrit les yeux et murmura « Où sommes-nous » ? « À la maison », répondit Cody. C'était le premier mot qu'il avait prononcé à voix haute depuis des jours. Elle l'observait depuis son lit de camp tandis qu'il coupait du bois, préparait du petit bois, allait chercher de l'eau. Il bougeait comme un homme habitué à être seul, efficace, réfléchi, silencieux, mais rien de ce qu'il faisait ne semblait dur. Lorsqu'une couverture glissait d'une des filles, il la remettait en place doucement. Lorsque le ragoût avait trop bouilli, il grattait les bons morceaux au fond et laissait le reste. Le 5e jour, elle pouvait s'asseoir. Le 7e, elle pouvait marcher. Les échymoses sont restées plus longtemps, mais elles ont changé de couleur et se sont adoucies sur les bords. Elle commença à plier les couvertures, à remuer la bouillie, à tenir les bébés pendant que Cody travaillait dehors. Un matin, elle le trouva en train de sculpter quelque chose sous le porche, 2 petits animaux, grossiers mais nets, un ours et un renard, il les tendit aux filles sans un mot cette nuit-là, alors que les filles dormaient blotties l'une contre l'autre dans la caisse. Ellie s'assit près du feu et parla doucement. « Ils diront que tu as perdu la tête, dit-elle,
pour avoir fait ça, pour m'avoir laissé rester. Cody ne leva pas les yeux du pot en éteint qu'il était en train de récurer. Et qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ils diront que je t'ai trompé, que je t'ai menti, je m'en fiche. M'en fiche, je ne suis pas doué pour accepter de l'aide, tu es doué pour survivre, dit-il, c'est plus utile. Elle rit une seule fois, un son sec comme le vent dans les aiguilles, puis elle se tut à nouveau. Ils m'ont battu parce que je ne voulais pas leur donner les filles, dit-elle, ils ont dit qu'ils les élèveraient correctement, qu'ils leur apprendraient à être des femmes convenables. Cody posa la casserole, il ne dit rien, il s'assit simplement à côté d'elle, près d'elle mais sans la toucher, et pour la première fois depuis des années, Ellie se sentit suffisamment en sécurité pour pleurer, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle était vue. C'était un lever de soleil rouge le matin où ils arrivèrent. Cody était en train de fendre du cèdre le long de la clôture et lorsqu'il entendit les chevaux, 3 séries de sabots martelant la terre dégelée par la neige, rapidement mais sans imprudence, des cavaliers qui savaient comment rythmer un voyage difficile. Il posa lentement la hache, s'essuya les mains et retourna à la cabane. Ellie se tenait déjà à la fenêtre, le visage pâle, un bébé dans les bras et l'autre endormi derrière elle. Elle ne dit pas un mot, elle n'en avait pas besoin, Cody le voyait dans ses épaules. Ils étaient 3 hommes qui arrivèrent dans la clairière avec l'assurance de ceux qui n'avaient jamais essuyé de refus. Le chef était Samuel Chandler Matthews, le frère aîné, tout en anglais vêtu d'un manteau en soie. Ses cousins le flanquaient, plus corpulents, leurs yeux scrutant les arbres comme s'ils s'attendaient à une embuscade. Cody sortit et referma la porte derrière lui. Il ne toucha pas à son arme, ce n'était pas nécessaire, elle était bien en vue à sa hanche, usée et propre. Samuel souleva son chapeau. « Bonjour, dit-il, j'ai entendu dire que vous aviez recueilli notre belle-sœur. »« Elle n'est pas à vous, répondit Cody. Samuel sourit comme un banquier. « Eh bien, c'est drôle à dire, elle est de notre sang, ses filles aussi, elles portent le nom de Chandler, nous avons des droits. Elle porte son sang, pas le vôtre. » Le sourire de Samuel sourit, mais quelque chose de plus froid se glissa derrière son sourire. « Tu es ici dans les collines avec une femme et 2 enfants qui ne t'appartiennent pas, ça fait se demander à un homme de quel genre d'arrangement il s'agit. » Cody ne dit rien. « Nous avons un avocat qui dit qu'elle est inapte. Des témoignages de gens de la ville disent qu'elle laissait les filles dans une pension pendant qu'elle travaillait la nuit. Elle les nourrissait, dit Cody. Elle travaillait d'arrache-pied pour le faire. Peu importe les perceptions, tout ce qui compte, c'est que la cousine éloignée et une cicatrice sur la joue se pencha en avant. Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais nous prendrons ce qui nous appartient. Elle n'est pas une mule, dit Cody. Vous ne pouvez pas la revendiquer comme un bien. Non, dit Samuel doucement, mais nous revendiquons les filles, et si elle ne vient pas paisiblement, nous demanderons au tribunal de le faire. La loi est toujours la loi, même ici, dans les pins. Cody descendit du porche. Si vous restez ici, dit-il, vous ne repartirez pas à cheval. Silence. Même les chevaux cessèrent de s'agiter. Samuel regarda autour de lui le sentier étroit qui menait à la clairière, les arbres serrés, la fumée lointaine qui s'échappait de la cheminée de la cabane, puis Cody. « Vous nous menacez » ? « Non, dit Cody, je promets. » Pendant un instant, personne ne bougea. La neige ruisselait des branches au-dessus de leur tête. Le feu à l'intérieur de la cabane crépita une fois, puis Samuel tira sur sa bride. « Allons-y, marmonna-t-il. » Il a fait son choix. Ils firent demi-tour et s'éloignèrent lentement à cheval, mais la menace planait toujours. Cody les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent de sa vue, puis il rentra à l'intérieur. Ellie n'a pas bougé de la fenêtre. Le bébé dans ses bras s'agita, sentant sa tension. « Ils reviendront, murmura-t-elle. Je sais. Ils iront voir un juge, invoqueront l'abandon, la folie. Je sais. Et s'ils obtiennent un mandat, ils reviendront avec plus que des mots. » Cody acquiesça. Il prit son fusil accroché au mur et le posa sur la table, non pas comme une menace, mais comme un symbole. Nous serons prêts. Cette nuit-là, la peur s'insinua dans les murs, discrète, mais bien présente. Ellie parlait pas pendant le dîner. Elle garda les filles près d'elle, enveloppa leurs pieds dans une couverture supplémentaire et leur chanta une berceuse d'une voix qui se brisa à mi-chemin. Après qu'elles se furent endormies, elle s'assit près du feu, les yeux vides. « Ils vont les emmener, dit-elle. Peu importe ce que je fais, ils ont de l'argent, des amis en ville, tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une histoire que les gens peuvent approuver. » Cody ne contredit pas,
car elle n'avait pas tort, mais il dit quelque chose qu'elle attendait pas, alors nous ferons une meilleure histoire. Elle le regarda. Une qu'ils ne pourront pas défaire. Une avec, je ne comprends pas tes racines, dit-il. Il se leva, se dirigea vers le placard, en sortit une boîte enveloppée dans un tissu. À l'intérieur se trouvait une bague en argent, une Bible usée et un certificat de mariage vierge et signé. Il posa le tout sur la table, puis la regarda. Je ne t'offre pas cela pour te protéger ou par pitié. Tu n'es pas quelque chose que je dois réparer. Elle fixa la bague. Je ne suis pas entière, dit-elle. Moi non plus. Elle ne pleura pas, elle tendit simplement la main et toucha la bague, non pas comme une promesse, mais peut-être comme un début. La lettre arriva pliée dans un parchemin bleu scellé à la cire et transportée par un cargo passant par les camps miniers à l'est de Red Hollow. Cody la récupéra avec ses provisions mensuelles, sans y prêter attention, jusqu'à ce qu'il voie le nom d'Ellie écrit en lettres cursives soignées sur le devant. Il la lui tendit cet après-midi-là. Elle se tenait près du poêle, donnant à manger de la purée de haricots aux filles. Dès qu'elle toucha l'enveloppe, tout son corps changea, raide, prudent, dans l'expectative. Elle la lut en silence, puis la relut encore et encore. Cody resta près du feu, sans parler, attendant simplement. Quand elle s'assit enfin, la lettre tremblait entre ses mains. « Elle vient de ma cousine Clara, dit-elle. Nous ne nous sommes pas parlé depuis avant le mariage. Elle vit à San Antonio maintenant. Son mari est mort. Elle possède une propriété et tient un magasin de tissus. Elle fit une pause. Elle m'offre la maison derrière, dit qu'elle m'enregistrera sous son nom pour que je puisse devenir quelqu'un de nouveau, que nous puissions recommencer à zéro. Elle a même envoyé de l'argent pour le voyage, assez pour 2 chevaux, de la nourriture et un logement jusqu'à ce que je m'installe. » Cody acquiesça lentement. La voix d'Ellie tremblait. Elle dit qu'elle se fiche de ce que diront les Chandler, qu'elle sait ce que sont les hommes comme ça. Un long silence s'installa entre eux, puis elle demanda, « Tu vas essayer de m'en empêcher ?» Cody secoua la tête. « Je ne le ferai pas, » elle déglutit péniblement. « Tu vas me demander de rester ?» Il ne bougea pas, ne cligna même pas des yeux. « Non. » Sa voix se brisa. « Pourquoi pas ? » « Parce que c'est ton choix. » Elle fixa le sol. Il se leva, se dirigea vers le placard et commença à en sortir des provisions, des haricots secs, des pommes enveloppées dans un tissu, une boîte de café. Il bougeait lentement, méthodiquement, non par indifférence, mais par respect, comme un homme aidant quelqu'un à se préparer pour la bataille. Ellie regardait ses mains bouger, sachant que chaque mouvement signifiait un adieu. Il scella le mer à l'aube, empaqueta 2 couvertures, remplit les outres d'eau, attacha les paquets solidement avec de la ficelle cirée. Elle se tenait sous le porche, les filles emmitouflées dans le berceau à côté d'elle. « Je ne fuis pas, dit-elle. Je sais. Je n'ai pas peur, je le sais aussi. » Elle baissa les yeux vers les bébés, dont le souffle formait des nuages dans l'air froid du matin. « Je veux juste quelque chose de propre, quelque chose sans blessure. » Cody fit le dernier nœud sur la selle. « Tu le mérites. » Le vent fit s'agiter un oiseau qui poussa un cri depuis les arbres. Ellie marcha vers le maire, tendit la main vers la corne de la selle, puis s'arrêta. « Je pensais que tu te battrais contre moi, » dit-elle en riant presque. Cody se retourna. « J'ai combattu tout le reste, » dit-il, « ça ne m'a pas beaucoup aidé. » Elle scruta son visage à la recherche d'une fissure, d'une supplication, d'une lueur de désir, mais il était toujours là. « Dis quelque chose, » murmura-t-elle. Alors il le fit. « Si tu pars, je t'accompagnerai jusqu'au col de Halfway pour m'assurer que tu es en sécurité. Si tu restes, » il hésita, « alors je te construire une vie, pas seulement un toit et de la nourriture, mais un endroit où ces filles pourront grandir sans honte, où aucun homme ne décidera qui elles sont, où tu te réveilleras sans peur. » Il s'approcha. « Je ne lèverai jamais la voix contre toi, je ne te toucherai jamais, je ne te demanderai pas d'oublier ce qui s'est passé ou de faire comme si de rien n'était. Je me contenterai d'être là tous les matins pour allumer le feu, et si jamais tu veux partir, je ferai moi-même les valises. » Les yeux d'Ellie se remplirent de larmes. Elle regarda le cheval, la lettre, ses filles. Elle se dirigea vers la sacoche, la détacha et la posa sur le porche. Cody ne sourit pas. Il expira simplement le long soupir douloureux d'un homme qui n'avait pas réalisé à quel point il désirait quelque chose jusqu'à ce que ce soit presque perdu. Ellie s'approcha et posa sa main sur sa poitrine. « Je ne veux pas de nouveau nom, dit-elle,
je veux une nouvelle vérité. Il acquiesça. Alors c'est ce que nous écrirons. Ils se marièrent sous le grand pin de la collinette, juste deux, leurs bébés endormis, un bosquet silencieux et les premiers signes du printemps. Cody portait le même manteau que celui qu'il avait porté pour se rendre à Tombstone avec Ellie. Elle portait une robe raccommodée à l'ourlet, ses cheveux tressés sur une épaule. Pas de pasteur, pas de témoin, juste un serment partagé, prononcé à voix basse et avec certitude. Je serai gentil avec toi tous les jours. Tant que je respirerai, je resterai libre à tes côtés, ni sous toi, ni derrière toi. Ils s'embrassèrent timidement, puis retournèrent à la cabane où le feu les attendait et où les bébés s'agitaient. Il n'y avait pas de festin, juste du pain, du miel et du café. La table était petite mais chaleureuse, les fenêtres s'ouvraient sur le chant des oiseaux. Ce soir-là, Cody s'assit sous le porche, un jumeau sur la poitrine et l'autre dans les bras d'Ellie. L'air sentait la cendre et les aiguilles de pin. Une brise agitait les arbres comme des mains douces sur l'eau. Ellie appuya sa tête contre son épaule. Avant, je rêvais de silence, dit-elle, pas de paix, juste l'absence de douleur. Et maintenant, je veux des matins, de vrais matins, avec des chaussettes mouillées, du pain brûlé et des bébés qui pleurent. Un homme qui ne disparaît pas quand j'ai besoin de lui et des filles qui grandissent avec des prénoms qu'elles sont fières de porter. Il lui prit la main, le bébé bougeant sur ses genoux. Alors c'est ce que nous construirons. Et c'est ce qu'ils firent, jour après jour, centimètre par centimètre. Cody ajouta une pièce à la cabane, construisit un poulailler, échangea des jouets sculptés contre du sucre et du fil. Ellie planta des herbes dans les jardinières et apprit aux filles les chansons de son enfance. Elle riait, pas souvent, pas fort, mais sincèrement. Les filles grandirent, apprirent à marcher pieds nus dans la mousse, à cueillir des bailles, à poser des questions. Quand les tempêtes arrivaient, elles n'avaient pas peur. Cody leur racontait des histoires de rivières et de chevaux. Ellie chantait des berceuses, les mains encore dans la pâte. Les années passèrent, ni vite, ni lentement, juste régulièrement. Cody cessa de surveiller le sentier aussi souvent, cessa d'attendre que des cavaliers apparaissent entre les arbres. Personne ne vint, ni du ranch Chandler, ni des tribunaux, ni même de la ville. Peut-être comprenait-il que la peur ne fonctionnait pas, peut-être savait-il que les filles avaient déjà été sauvées, peut-être, juste peut-être, avaient-ils appris le silence de l'homme qui ne portait pas de badge mais qui les protégeait comme s'il en avait un. Un matin d'automne, longtemps après que les filles aient dépassé l'âge des couches et des dents de lait, Ellie est sortie sur le porche avec des tasses fumantes. Cody était assis, en train d'aiguiser un couteau. Elle lui a tendu une tasse, puis a regardé la clairière. L'air est calme, a-t-elle dit. Combien de temps cela va-t-il durer, à ton avis? Il sourit faiblement. Aussi longtemps que nous le maintiendrons ainsi. Elle acquiesça. Les filles jouaient dans le champ, les cheveux détachés, les pieds poussiéreux, riant comme un ruisseau après la fonte des neiges. Ellie se pencha vers lui et ferma les yeux. Je n'avais jamais rêvé comme ça avant, dit-elle. Alors rêve maintenant. Le vent se leva doucement à travers les pins, un faucon tourné au-dessus d'eux et la cabane, autrefois refuge, aujourd'hui foyer, se dressait, immobile, contre le ciel.